La plupart des gens apprennent les langues une par une langue, des années d'effort, puis on passe à la suivante. Moi, j'ai fait assez différemment. J'apprends par famille entière. Et c'est cette différence qui a pour moi tout changé. Aujourd'hui, je suis certifié dans 7 langues, le français, l'anglais, l'allemand, le chinois, le japonais, le suédois et le norvégien. Et j'ai étudié sérieusement le russe, l'arabe, l'hébreu, sans passer de certification. Dans cette vidéo, je vais te donner l'ordre exact dans lequel je referai tout ça, et surtout la logique derrière, les familles, les liens entre les langues, et les racines des mots, parce que c'est un peu la vraie méthodologie. On commence par le début, le français et l'anglais ensemble. Je sais que tu te dis, voilà, apprendre 2 langues en même temps, c'est de la folie. C'est ce qu'on entend partout, mais cette idée repose sur une fausse conception de ce qu'est apprendre une langue. Si tu mémorises des listes de vocabulaire dans ta chambre, ouais, 2 langues en même temps, c'est un peu le chaos. Mais si tu apprends à comprendre les structures, 2 langues qui se ressemblent, autant que le français et l'anglais, ça devient un peu un miroir l'un pour l'autre finalement. Le français et l'anglais se ressemblent énormément. On oublie ça parce qu'on les entend différemment, parce que les prononciations sont radicalement distinctes. Mais à l'écrit, dans les racines, dans la logique des mots, ces 2 langues sont des cousines très proches. L'anglais a absorbé des quantités massives de vocabulaire français dans la conquête normande en 1066. Des mots comme government, justice, nation, liberty, ce sont des mots français que l'anglais a simplement adoptés. Et tous les deux descendent massivement du latin. Une racine latine, comme porta, la porte, donne port en anglais, pour désigner un endroit où on entre. Portail, en français, portable, dans les 2 langues. Mais aussi transport, import, export. Une racine, des dizaines de mots dans les 2 langues, en même temps. Ce que le français t'apporte, c'est vraiment la rigueur. La grammaire française, elle est super exigeante. Les accords, ils sont très précis, la syntaxe, elle est construite. Ce que l'anglais t'apporte, c'est la flexibilité. L'anglais est une langue qui s'est laissée contaminer par tout le monde et qui s'en porte très bien. Maîtriser les 2 ensemble, ça t'oblige à comprendre les structures plutôt qu'à mémoriser des listes. Et cette habitude-là, chercher la structure plutôt que le mot, c'est la base cognitive sur laquelle tout le reste reposait. Deuxième étape, l'allemand. Et là, c'est le premier vrai saut. L'allemand, c'est la première langue que j'ai abordée qui m'a forcé à penser autrement. Et je parle pas seulement de parler autrement, mais vraiment penser autrement. Et la raison principale, c'est le système des cas grammaticaux. En français ou en anglais, l'ordre des mots fait presque tout le travail. Le chien mord l'homme et l'homme mord le chien. Tu sais qui fait quoi grâce à l'ordre. En allemand, ce sont les terminaisons des articles et des adjectifs qui portent cette information. Et ça change complètement la façon dont tu construis une phrase dans ta tête. Tu dois d'abord décider quel rôle joue chaque élément dans la phrase avant de l'utiliser. C'est vraiment un côté révolution mentale. Mais l'allemand m'a aussi ouvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Des ponts massifs avec l'anglais. Parce que l'anglais est une langue germanique. On a tendance à l'oublier à cause de toute l'influence française et latine, mais le cœur de l'anglais, les mots les plus courants, genre les plus quotidiens, ça vient du germanique. Genre water et Wasser, Hand et Hand, Father et Vater, Book, Buch, House, House. Et ces correspondances, elles sont partout une fois que tu commences à les chercher. L'allemand, t'apprends pas seulement l'allemand, il te réveille la couche profonde de l'anglais, tu utilisais sans le savoir. L'allemand, ça s'apprend pas vraiment, ça se déconstruit. Tu peux pas le traiter comme le français ou l'anglais, tu dois accepter que ta façon habituelle d'assembler une phrase ne fonctionne plus. Et laisser la langue t'imposer sa propre logique. Une fois que tu fais ça, quelque chose se débloque un peu. Et ce déblocage, je ne savais pas encore à quoi il allait me servir. Troisième étape, le chinois et le japonais ensemble. Encore une fois, j'entends déjà la réaction, le chinois et le japonais en même temps, mais pourquoi? La réponse c'est simple, les caractères. Le japonais s'écrit en partie avec des caractères empruntés au chinois. Ces caractères s'appellent les kanji en japonais et ils viennent directement du système d'écriture chinois qu'on appelle les hanzi. Quand tu apprends le chinois en premier, chaque caractère que tu assimiles devient une clé d'entrée dans le japonais. Tu vois un kanji japonais que tu n'as jamais étudié, tu en devines souvent le sens parce que tu connais le caractère chinois correspondant. Ou alors les clés, les petites parties du caractère. C'est un gain de temps qui est considérable. Étudier les 2 séparément, l'une après l'autre, c'est vraiment gâcher cette fenêtre où ton cerveau fait naturellement les connexions. Maintenant, ces 2 langues se ressemblent dans l'écriture, mais elles sont radicalement différentes dans leur musique ou dans leur logique. Le chinois mandarin est une langue à ton, un même son prononcé avec 4 intonations différentes donne 4 mots différents. Ma peut vouloir dire mère, chambre, cheval, gronder, selon le temps. C'est une dimension de la langue qui n'existe pas vraiment en français, ou en anglais, ou en allemand, et ton cerveau, il doit développer une nouvelle façon d'écouter. Le japonais, lui, a une musicalité qui est complètement différente, une longueur de syllabes, une prosodie qui va couler
une politesse structurée à l'intérieur même de la grammaire. Genre, tu dis pas que merci en japonais. La façon dont tu dis merci encode déjà ta relation avec l'autre personne. Et c'est là que ça devient super philosophique finalement. Ces deux langues m'ont vraiment révélé deux façons radicalement différentes de concevoir le monde. Le chinois est une langue de l'action et de la précision contextuelle, alors que le japonais, c'est une langue de la nuance, de l'implicite, de ce qui ne se dit pas vraiment. Ce que le japonais exprime en un mot, comme ma, cet espace vide chargé de sens entre deux choses, le chinois n'a pas d'équivalent direct. Et inversement. Ces deux langues ne se ressemblent pas, mais elles se comprennent. Elles parlent du même monde avec deux grammaires du réel complètement différentes. Ma quatrième étape, la famille scandinave. Et là, l'allemand m'a fait un cadeau que je n'avais pas vu venir. Quand j'ai commencé le suédois, j'ai eu une sensation que peu de gens connaissent au début d'une langue, la sensation de reconnaître des trucs. Pas de tout comprendre, mais vraiment de reconnaître des trucs. Parce que le suédois et l'allemand partagent une quantité énorme de racines germaniques communes. Les structures de phrases, la façon de former les mots composés, le vocabulaire de base, tout ça portait des traces de ce que j'avais déjà construit avec l'allemand. Le suédois m'est arrivé presque gratuitement, c'est un peu gratos. Pas sans effort, mais avec une vitesse que j'aurais pas eu sans le détour par l'allemand. Une fois le suédois installé, le norvégien c'est venu naturellement. Donc le norvégien et le suédois c'est si proche que les locuteurs des deux langues se comprennent sans traduction. Ce sont moins deux langues séparées que deux variations d'un même continuum. J'ai vécu ça de l'intérieur pendant mon Erasmus à Halden. En Norvège, je suis arrivé là-bas en me disant que mes cours seraient en anglais. Premier jour, premier cours, tout était en norvégien. J'ai dû apprendre le norvégien par nécessité absolue de répondre à mes besoins de cours d'économie en norvégien. En quelques semaines, en m'appuyant sur tout ce que le suédois m'avait donné, c'est comme ça que j'ai compris ce que veut dire apprendre une langue dans une famille plutôt qu'isolément. Voilà. Le danois, c'est une autre histoire. Le danois est phonétiquement super traître. À l'écrit, il ressemble au suédois et au norvégien. À l'oral, on dirait que quelqu'un parle norvégien, la bouche pleine, c'est dit. Les Danois avaient leur consonne, avalent leurs consonnes d'une façon qui déroute même les autres Scandinaves. Même la structure est là, hein, les racines sont là. Une fois que tu t'habitues à l'oreille, ça rentre. Et puis il y a l'islandais. L'islandais, c'est vraiment le gardien du vieux norrois. Pendant que toutes les autres langues scandinaves évoluaient, simplifiaient, absorbaient des influences extérieures, l'Islande est restée super isolée. Résultat, un Islandais d'aujourd'hui peut lire des textes du Moyen-Âge sans dictionnaire. C'est comme si les Français pouvaient lire du latin classique couramment. Donc étudier l'islandais, c'est toucher la couche originelle de toute la famille. C'est lire les Vikings dans leur propre langue, ça c'est très stylé. Ces quatre langues, suédois, norvégien, danois, islandais, forment vraiment une carte. Quand tu cartographies les racines communes, tu vois la famille entière d'un coup, et cette vision d'ensemble, c'est ça qui te permet d'avancer vite. Bon, je te fais cadeau du féroïen, je t'en parlerai plus tard. Cinquième étape, le russe, l'arabe, l'hébreu. Et là, je vais être très honnête, j'ai pas de certification dans ces trois langues, je les ai étudiées sérieusement, j'ai travaillé leur structure, leur vocabulaire, leur logique, mais je les certifie pas. Et cette honnêteté compte parce que dans le monde des langues, il y a beaucoup de gens qui confondent le j'ai étudié avec le je maîtrise. Et c'est pas pareil. Ces trois langues font partie vraiment de mon parcours, pas de mon palmarès certifié. Et elles m'ont appris quelque chose d'assez essentiel. Le russe m'a introduit à la famille slave. Et ce qui m'a frappé en étudiant le russe, c'est de retrouver une logique de cas grammaticaux encore plus développée qu'en allemand. L'allemand, il a 4 cas. Le russe, 6. Mais surtout, j'ai commencé à avoir des racines indo-européennes communes, ce que j'avais pas remarqué avant. Des mots russes qui résonnent avec des mots latins, avec des mots grecs, avec des structures allemandes. Parce que toutes ces langues, le russe, l'allemand, le français, l'anglais, le suédois, bah ça descend d'une même proto-langue disparue, le proto-indo-européen. Et le russe t'en rapproche d'une façon un peu différente des langues romanes ou germaniques. L'arabe, lui, ça m'a ouvert à quelque chose de complètement nouveau. L'arabe, ça appartient à la famille sémitique, qui n'a aucun lien de parenté avec les langues indo-européennes. Et la logique interne de l'arabe est la chose la plus élégante que j'ai jamais étudiée dans une langue. Tout repose sur des racines à 3 consonnes. 3 consonnes forment un noyau sémantique, et autour de ce noyau, on construit des dizaines de mots connexes, en changeant les voyelles et les affixes. Par exemple, la racine KTB tourne autour de l'idée d'écriture. Kataba, il a écrit Kitab, le livre, Maktab, le bureau, Maktaba, la bibliothèque,
Katib, écrivain, une racine, une famille, entière de sens. C'est le système le plus logique que j'ai jamais rencontré dans une langue. Et une fois que tu comprends la mécanique, tu vois plus vraiment les mots arabes comme une série de sons inconnus. Tu vois bien l'architecture du truc. L'hébreu appartient à la même famille que le sémitique, que l'arabe. Il partage avec l'arabe cette logique de racine trinitaire, un vocabulaire fondamental proche, une écriture de droite à gauche, étudier l'arabe et l'hébreu en parallèle, c'est voir deux cousins qui se parlent plus mais qui portent les mêmes gènes. Les ressemblances sont vraiment partout, les différences aussi. Et cette tension entre parenté et distance m'a appris que quelque chose ce que les langues portent au-delà des mots, c'est vraiment l'histoire, l'identité, parfois des siècles de séparation volontaire. Et enfin, la sixième étape, ou plutôt le fil conducteur de tout le reste, la méthode. Je n'apprends pas que des mots, j'apprends des intentions, des origines. Quand je rencontre un mot inconnu dans une langue que j'étudie, ma première question, c'est pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais ma première question, c'est d'où ça vient, comment ça se construit, parce que si je comprends d'où vient un mot, finalement, je comprends non seulement son sens actuel, mais toute la famille de mots qui l'entourent dans d'autres langues. Exemple concret, la racine latine lux, la lumière, elle donne lumière en français, light en anglais, via le germanique, mais avec une racine indo-européenne commune. Luce en italien, lud en espagnol et en portugais, lucide existe en anglais pour dire clair, transparent, et lucidité en français. Une racine, 5 langues, des dizaines de mots. Quand tu comprends ces racines, tu ne mémorises plus, en fait, tu reconnais tout de suite. Un autre exemple, c'est la racine germanique Haus, la maison, ou plutôt Hus en germain. Elle donne Haus en allemand, Haus en anglais, Hus en suédois et en norvégien, Hus en islandais. Et dans les composés Haushalt en allemand pour le ménage, Household en anglais pour le foyer, même logique de construction. D'ailleurs ça s'entend, une racine, 4 langues, une image mentale unique, et c'est ça la méthode. Les étymologies comme carte mentale universelle, c'est pas un dictionnaire de plus, mais c'est vraiment la carte qui relie les langues entre elles. Et quand tu lis les origines des mots, à travers l'étymologie, les langues cessent en fait d'être des silos séparés et vraiment deviennent des réseaux de nœuds interconnectés. Et enfin, 7e chapitre, ce que chaque famille m'a appris sur l'humanité, sur l'homme à part entière. C'est pas vraiment une métaphore, hein, c'est que chaque famille linguistique découpe la réalité vraiment différemment. Et quand tu passes d'une famille à l'autre, tu changes pas vraiment de code, tu changes de lunettes. Les langues germaniques aiment la précision et les composés. L'allemand construit ces mots, des mots qui sont infinis en assemblant des briques. Voilà, Schadenfreude, la joie ressentie face au malheur de l'autre. C'est un seul mot. Verschlimmbessern, rendre quelque chose pire en essayant de l'améliorer, en un seul mot. Voilà, ces langues te forcent à nommer ce que les autres langues laissent un peu dans le flou. Les langues romanes aiment la nuance, l'émotion, la rhétorique. Le français, ça a vraiment développé un vocabulaire de la pensée abstraite et du débat qui est assez unique. L'espagnol et le portugais ont des temps verbaux qui expriment des nuances de doute et de possibilités que l'anglais ne peut pas rendre directement. Les langues asiatiques que j'ai étudiées fonctionnent sur le contexte, la hiérarchie, l'implicite. En japonais, t'as pas toujours besoin de dire je ou tu. La conjugaison, le registre de politesse suffisent à dire qui parle à qui. Ce qui est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Enfin, les langues sémitiques pensent en racines. Chaque mot porte vraiment l'histoire avec lui. L'intention originelle du mot, c'est jamais très loin du mot finalement. Donc une langue, c'est pas un code pour transmettre de l'information, c'est aussi une vision du monde, une espèce de prisme par lequel l'humain regarde. Et chaque famille que tu apprends t'en donne une nouvelle, t'aide à façonner un nouveau prisme. Voilà mon ordre réel dans toute son honnêteté, hein, en français, anglais ensemble, puis l'allemand, puis le chinois et le japonais ensemble, puis la famille scandinave, suédois, norvégien, danois, islandais, féroïen si besoin on en reparlera, puis l'exploration des familles slaves, sémitiques, avec le russe, l'arabe, l'hébreu. Et si je devais résumer ce que tout ça m'a appris en une phrase, je choisis pas une langue, je choisis vraiment voilà, la famille, puis je fais des connexions. Donc, si tu veux te lancer, dis-moi en commentaire quelle famille t'attire le plus, les langues romanes, les langues germaniques, les langues asiatiques, les langues sémitiques. Dis-le moi et je te dis par où rentrer dans cette famille et en fonction de ce que tu sais déjà. Voilà, je te fais des bisous, à bientôt.